Salam alaikum. Merci, messieurs les présidents. Je tiens à féliciter la Ligue nationale et le professeur Belkhadir pour tout le travail effectué. On va parler des nouveautés cœur et diabète en 2016. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et je crois dès qu'on parle du cœur avec le diabète, il y a une chose qui doit hanter tout le monde, qu'on soit diabéto, interniste ou cardio, c'est on a peur de la maladie coronaire parce qu'elle se manifeste à bas bruit jusqu'à un jour où, paf, ça peut être fatal, un arrêt cardiaque. Donc, notre malade, il vient nous consulter, il dit « Est-ce que je n'ai pas de risque d'avoir une attaque cardiaque ?» Et là, on est très gêné. On est gêné et c'est un petit peu le premier point que je voudrais aborder, c'est le dépistage de la maladie coronaire chez le diabétique. Quand une personne est diabétique, comment on peut le rassurer qu'il n'y a pas de maladie coronaire? Eh bien, selon les guidelines de l'ADA en 2016, donc on est en 2016, voici ce qu'on nous dit. Pour dépister, est-ce qu'on va dépister tout le monde? Non, pas tous les diabétiques. Alors, il faut sélectionner, puisqu'il y a eu des études qui ont montré que ça ne sert à rien de dépister tout le monde. Par contre, ceux qui doivent être dépistés, premièrement, les personnes qui ont des symptômes cardiaques. Symptômes cardiaques, on entend par là, pas forcément douleur, parce que parfois elle est absente. Ça peut être un malaise, ça peut être un vertige, ça peut être des palpitations. Dès qu'il y a un symptôme qui nous fait douter du cœur, eh bien, on va rechercher la maladie coronaire. Ensuite, quand un ECG n'est pas normal, un ECG qu'on fait classiquement chez tous les diabétiques, qui montre des signes comme des ondes T qui sont inversées, ou une petite onde Q, ou n'importe quel autre signe des extrasystoles, eh bien, ça doit mettre la puce à l'oreille et on doit penser à la maladie coronaire et dépister cette maladie. Surtout, ça nous rappelle que la moitié des gens, même pas forcément les diabétiques, dans la moitié des cas, la maladie coronaire se manifeste soit par un infarctus, comme premier symptôme, soit par la mort subite, sans être diabétique. Alors, à plus forte raison, chez la population diabétique, il y a un très haut risque d'apprendre qu'on est coronarien au moment d'en mourir. Donc, c'est pour ça qu'il faut les dépister, et on y rajoutera les personnes qui sont à haut risque cardiaque, par exemple, à côté du diabète, ils ont beaucoup de facteurs de risque, et à ce moment-là, la probabilité devient tellement élevée que ça vaut la peine de les dépister. Maintenant, comment les dépister? Je ne vais pas m'étendre puisqu'on a un temps limité à 15 minutes, mais les tests d'ischémie les plus fiables, il y en a deux. C'est ou la scintigraphie myocardique de stress ou l'échographie de stress, l'échocardiographie de stress. C'est les deux méthodes validées, reconnues pour le dépistage de l'ischémie myocardique. Je ferme la parenthèse. Maintenant, notre malade, il s'avère qu'il est coronarien, il a été ponté, et puis par la suite, après 2 ans de, on ne va pas dire lune de miel, mais 2 ans où ça se passe bien, il revient avec une douleur thoracique. Chez vous, chez le médecin qui va suivre son diabète. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une maladie coronaire avérée et la personne a une douleur thoracique de temps en temps? Chaque jour, elle fait une petite douleur. Pourquoi je vous en parle? Vous allez me dire, je vais l'envoyer au cardiologue. C'est ce que vous faites? Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Avant de l'envoyer, parce que souvent ça nous arrive, et c'est pour ça que je vous en parle, je me permets de vous en parler, parce que souvent on renvoie le patient chez le diabétologue. Ça froisse un peu les relations, mais il vaut mieux qu'on se froisse comme ça plutôt que se froisser par malade interposé, parce que la première chose, quand vous enverrez le malade chez le cardiologue, la première chose qu'il doit vérifier, si la douleur, c'est une petite douleur comme ça de temps en temps, qu'il n'y a pas de quelque chose de grave, d'infarctus en cours, la première chose, je vais jeter un coup d'œil à l'hémoglobine glyquée, avant de parler à mon malade. Et si je trouve du 6, je vous le renvoie. Je vous le renvoie. C'est vous qui allez le traiter pour sa douleur thoracique, parce que
une petite douleur de temps en temps à 6, une hémoglobine glyquée à 6, c'est qu'il doit aller quelque part entre 1,4 et 0,8. Et s'il fait du 0,8, un coronarien va avoir un angor. Et c'est dangereux, et ça menace le pronostic de sa vie. J'insiste sur ça, et c'est pour ça que les recommandations, vous le savez, depuis déjà 2 ans, l'ADA préconise que si on prend le 7 comme votre valeur, vous le voyez là, c'est que parfois, il faut être moins strict quand il y a, par exemple, une maladie vasculaire établie. Il faut être moins sévère. Il ne faut pas du tout accepter le 6, ni même le 7. Il faut aller plutôt vers le 8. Ce n'est pas écrit 8, mais ça se voit que c'est autour de 8. Que ce soit une maladie vasculaire ou une comorbidité ou quelqu'un qui a un diabète de 25 ou 30 ans. Et ça nous arrive de voir des personnes avec un diabète de 25-30 ans qui viennent, c'est rare, en général ils sont à 8, mais ça arrive qu'ils viennent nous voir en cardio avec 6, 6,5, tout contents. On les renvoie d'abord chez le diabétologue. Sauf s'il y a un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire la douleur, elle est là, elle est répétée, c'est sérieux, c'est une urgence, on l'hospitalise. On traitera cette histoire par la suite. Et quand il est en clinique ou à l'hôpital, l'objectif, je vous ai mis là, c'était un cas détaillé, mais là je zappe le cas pour une histoire de temps. À votre avis, laquelle des attitudes on va prendre en clinique devant un syndrome coronaire aigu ST-, c'est-à-dire sans infarctus réalisé, mais il a des douleurs et il est hospitalisé. On trouve par exemple une troponine qui est élevée. Eh bien, est-ce qu'on traite insuline avec cet objectif ou celui-là, ou metformine, ou insuline? Alors, bon, je vous dis directement ce que disent les recommandations américaines. Objectif, maintenir la glycémie à moins de 1,8 en évitant les hypoglycémies. Les Européens, en cardiologie, nous disent, dans un cas de diabète en syndrome coronaire aigu, ce que vous faites, si la glycémie dépasse 1,8, vous commencez un traitement par insuline, mais attention, le plus important dans tout ça, c'est d'éviter l'hypoglycémie. Voilà, alors, puisqu'on parle du syndrome coronaire aigu, je voudrais vous montrer cette diapositive qui est issue des recommandations européennes pour la prise en charge du syndrome coronaire aigu et spécificité du diabétique. C'est toujours bon à savoir, même si en milieu hospitalier, c'est le cardiologue qui va décider ces choses-là, mais c'est intéressant de savoir que déjà comme antithrombotique, vous savez, on a ici au Maroc le clopidogrel, et ceux qui sont préférés, c'est les 2 autres qui ne sont pas encore sur le marché, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder, c'est une question de mois ou au plus tard d'années. Le ticagrelor et le prasugrel donnent de meilleurs résultats que le clopidogrel. Chez le diabétique, eh bien, on est un peu plus agressif, c'est-à-dire vers la coronarographie qu'un patient non diabétique. Ensuite, après la coronarographie, toujours vérifier la fonction rénale puisqu'on va injecter de l'iode. Et recommandation, on utilise les stents nouveaux, les drug-eluting stents, DES, où il y a un très faible taux de thrombose. Et chez le patient diabétique, on sait qu'il y a beaucoup plus de risques de thromboser son stent. Et quand on a des malades qui ont 3 artères atteintes, on préfère la chirurgie au stenting. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont ce qu'on appelle un syndrome coronarien ST+, c'est-à-dire infarctus. La glycémie à l'entrée est un élément pronostic important. Et l'hémoglobine glyquée est un élément également pronostic à long terme. C'est formidable comment on peut juger le pronostic d'une maladie coronaire juste avec, à court terme, la glycémie d'entrée et l'hémoglobine glyquée.
Maintenant, si on parle de tension artérielle, le malade va bien, il a quitté, il revient. Et maintenant, il s'inquiète pour sa santé. Est-ce que ma tension artérielle est correcte ou pas? Eh bien, on va se poser la question, quel est l'objectif tensionnel chez le diabétique? Est-ce que c'est 13,8, 14,9, 14,8,5? Qui est pour le 13,8? J'ai entendu. 14,8,5. Alors voilà un petit peu ce qu'il en est des recommandations. C'est vrai que ces dernières années, ça a beaucoup changé. Je peux vous dire, en 2013, les cardiologues, on ne va pas voir, c'est tout petit, mais les cardiologues, en 2013, avaient opté pour 14 sur 8,5. Et puis, la même année, les cardiologues avec diabétologues EASD se sont mis confirmer le 14,8,5. En 2014, les Américains sortent leurs recommandations et ce qu'ils annoncent, les Américains, c'est 14,9. Voilà. Ils annoncent 14,9 pour les diabétiques. Ce 14,9 est repris par les diabétologues aux États-Unis. Donc, d'un côté, on a les Américains qui sont 14,9 et ils sont d'accord pour une fois entre diabéto et cardio, et les Européens qui sont d'accord pour une fois entre diabéto et cardio pour 14,8,5. 14,8,5, 14,9, donc on n'est plus dans le 13. On va retenir 14,9. C'est plus simple à retenir. Et je voulais vous montrer, puisqu'on cherche ce qu'il y a de nouveau en 2016, un papier qui vient d'être publié il y a quelques mois, en 2016, sur l'effet des antihypertenseurs à différentes pressions artérielles chez les patients diabétiques. C'est une méta-analyse. Pour différents niveaux de tension, quel est le bénéfice? C'est-à-dire, quel est l'objectif? Et ce qu'il conclut, c'est que les traitements antihypertenseurs réduisent le risque de mortalité cardiovasculaire chez les personnes diabétiques qui ont une systolique à plus de 14. C'est-à-dire, quand on fait baisser et qu'on prend comme objectif 14, on est bénéfique et on arrive à réduire la mortalité. Si on baisse plus, ça ne sert plus à rien. Comment traiter? Eh bien, comment traiter? C'est les diabétiques avec atteinte rénale. On commence par un IEC. Pour les diabétiques sans atteinte rénale, et regardez bien, c'est pareil que les non-diabétiques, et les Américains nous disent, soit on est race noire, soit pas race noire. Qu'est-ce que ça change? Si on est race noire, et si on n'est pas race noire, on a choix IEC ARA2, diurétique ou calcique. Si on est race noire, on enlève lequel l'IEC ARA2, on laisse diurétique et calcique. Et une méta-analyse récente, elle aussi de 2016, juste qui a comme message chez les diabétiques, est-ce que c'est une indication impérative de donner un médicament du système rénine comme premier médicament de l'hypertension? Et vous savez quelle est la réponse? La conclusion est là. Le médicament du système rénine are not superior to other antihypertensives. Ils ne sont pas supérieurs, d'après cette méta-analyse. Qu'on donne un IEC ou qu'on commence par un calcique ou autre, c'est pareil. C'est ce qu'appliquent les Américains. Les Européens, et l'ADA et les Européens préconisent plutôt de commencer par un médicament du système rénine. Alors, je terminerai pour respecter le temps par ce que nous préconise l'ADA. Première étape, IEC ou ARA2. Deuxième étape, on ajoute un calcique ou un diurétique. Et troisième étape, on donne les trois ensemble. Et quatrième étape, si ça ne va pas, on ajoute comme quatrième médicament une étude récente qui s'appelle Pathway 2 a dit qu'on devait ajouter
la spironolactone, c'est impératif. Et je termine comme conclusion avec ce holter tensionnel, si quelqu'un peut me dire ce qu'il a. Et je vous remercie.